Imagine une salle de classe, un repas de famille, une cérémonie officielle, un monument aux morts, un film, un procès, une archive qui vient d'être ouverte. Dans tous ces lieux, le passé est présent. Il n'est pas seulement derrière nous, il revient dans les conversations, dans les discours politiques, dans les livres, dans les tribunaux, dans les commémorations, dans les silences aussi. Et parfois, il revient comme une blessure. C'est exactement le point de départ de ce nouveau thème de HGGSP, Histoire et Mémoire. La question peut sembler simple, mais elle est en réalité très profonde. Pourquoi le passé divise-t-il encore les sociétés? Pourquoi des événements terminés depuis des décennies peuvent-ils continuer à provoquer des tensions? Pourquoi certaines dates, certains mots, certains lieux, certains procès, certaines statues, certaines commémorations déclenchent-ils encore des débats très vifs? Pour répondre, il faut d'abord distinguer deux mots que l'on confond souvent, l'histoire et la mémoire. La mémoire, c'est un rapport vécu au passé. Elle est affective, personnelle ou collective, souvent transmise par la famille, par un groupe, par une communauté, par une nation. Elle n'est pas forcément fausse, elle peut être précieuse, puissante, légitime, mais elle est toujours située. Elle dépend de celui qui se souvient, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a reçu, de ce qu'il veut transmettre, parfois aussi de ce qu'il préfère taire. L'histoire, elle, est une démarche de connaissance. L'historien ne cherche pas seulement à se souvenir, il cherche à comprendre. Il travaille sur des archives, des témoignages, des traces matérielles, des images, des cartes, des statistiques, des discours, des objets. Il confronte les sources, il les critique, il les replace dans leur contexte. Son objectif n'est pas de défendre une mémoire particulière, mais de produire un savoir aussi rigoureux que possible sur le passé. Cette différence est essentielle pour le bac. La mémoire est plurielle, l'histoire cherche une méthode commune. La mémoire peut dire voici ce que nous avons subi, voici ce que nous avons perdu, voici ce que nous devons honorer. L'histoire demande que s'est-il passé, dans quel contexte, avec quels acteurs, quelles responsabilités, quelles conséquences. Les deux ne s'opposent pas forcément. La mémoire fournit souvent à l'historien des témoignages et des questions, mais elles peuvent entrer en tension parce qu'elles n'ont pas la même fonction. Le passé divise d'abord parce qu'un même événement ne laisse pas les mêmes traces chez tous les groupes. Prenons une guerre. Pour certains, elle peut être vécue comme une libération, pour d'autres, comme une défaite, pour d'autres encore, comme une trahison, un exil, une humiliation, une violence transmise dans les familles. Les mémoires d'un conflit ne sont donc jamais uniformes. Elles dépendent de la place occupée dans l'événement. Combattants, civils, victimes, vainqueurs, vaincus, témoins, exilés, descendants. C'est pour cela qu'on parle souvent de mémoire au pluriel. Il n'y a pas une seule mémoire de la guerre d'Algérie, mais des mémoires françaises et algériennes, des mémoires d'appelés, de militants indépendantistes, de pieds noirs, de harkis, d'immigrés algériens, de familles disparus, de victimes de la torture, de partisans de l'Algérie française, de combattants du FLN, de civils pris dans la violence. Ces mémoires ne racontent pas toutes le même passé parce qu'elles ne partent pas toutes du même vécu. Le passé divise aussi parce qu'il touche à l'identité. Se souvenir, ce n'est pas seulement raconter ce qui a eu lieu, c'est aussi dire qui nous sommes. Une nation construit une partie de son unité à travers des récits communs. Elle choisit des dates, des héros, des lieux, des cérémonies. Elle enseigne certains événements à l'école, elle inscrit des noms sur des monuments. Elle commémore des victoires, des résistances, des souffrances. Mais ce travail de mémoire peut aussi laisser des groupes de côté. Certains peuvent avoir le sentiment que leur histoire n'est pas reconnue, que leur mort ne compte pas, que leur douleur est ignorée ou que leur rôle est caricaturé. C'est là que les demandes de reconnaissance apparaissent. Une mémoire silencieuse peut devenir une mémoire revendiquée. Des descendants de victimes demandent que l'État reconnaisse une responsabilité. Des associations exigent une commémoration. Des historiens ouvrent des archives. Des témoins prennent la parole. Des procès font apparaître des faits longtemps occultés. À ce moment-là, le passé redevient un enjeu politique. Il faut bien comprendre ce mot, politique. Cela ne signifie pas seulement les partis ou les élections. Cela signifie que le passé intervient dans la vie collective. Il peut servir à rassembler, à réparer, à reconnaître. Mais il peut aussi être instrumentalisé. Un pouvoir peut utiliser une mémoire officielle pour renforcer sa légitimité. Un groupe peut sélectionner certains faits et en oublier d'autres. Une société peut préférer un récit simple à une histoire complexe. Le travail de l'historien devient alors indispensable, mais il est délicat. L'historien ne peut pas ignorer les mémoires, car elles font partie du réel social. Elles sont des sources, des objets d'enquête, des forces qui agissent dans le présent. Mais il ne peut pas non plus se contenter de les répéter. Il doit les interroger. Qui parle? À quel moment? Au nom de qui? Avec quelles preuves? Dans quel contexte politique? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est tu? C'est particulièrement vrai pour les grands conflits et les crimes de masse du XXe siècle. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah,
le génocide des Tutsis au Rwanda, les guerres de Yougoslavie, la guerre d'Algérie. Tous ces événements ont produit des traces immenses. Ils ont bouleversé les sociétés, détruit des familles, transformé des États, déplacé des populations, mis en cause des responsabilités politiques, militaires et parfois collectives. Ils ont aussi posé une question redoutable. Que faire après la violence extrême? Après un conflit majeur, une société ne peut pas simplement tourner la page. Elle doit vivre avec les morts, avec les survivants, avec les coupables, avec les témoins, avec les mensonges, avec les archives, avec les ruines. Elle doit décider s'il faut juger, amnistier, commémorer, enquêter, indemniser, enseigner, oublier ou reconnaître. En réalité, aucune de ces réponses ne suffit seule. La justice peut condamner des responsables, mais elle ne répare pas tout. La commémoration peut honorer les victimes, mais elle ne remplace pas la connaissance. L'histoire peut établir des faits, mais elle ne supprime pas toujours la douleur. C'est pour cela que le thème associe 3 dimensions: histoire, mémoire et justice. La justice joue un rôle central dans les sociétés qui sortent de violences extrêmes. Elle permet de nommer les crimes, d'individualiser les responsabilités, d'écouter les victimes, de produire des archives, de poser une vérité judiciaire. Après la Seconde Guerre mondiale, le procès de Nuremberg marque un moment essentiel dans la construction d'une justice pénale internationale. Plus tard, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda montrent que la communauté internationale peut juger des crimes commis pendant des conflits récents. Mais la justice a aussi des limites. Elle est lente. Elle ne peut pas juger tout le monde. Elle dépend de preuves, de témoins, de coopération politique. Elle produit une vérité judiciaire, qui n'est pas exactement la même chose qu'une vérité historique. Le juge doit décider de la culpabilité d'une personne précise. L'historien cherche à comprendre un processus plus large. Les deux peuvent se compléter, mais ils ne font pas le même métier. La mémoire, elle aussi, a ses limites. Elle peut transmettre une souffrance nécessaire à entendre, mais elle peut aussi enfermer un groupe dans une vision partielle du passé. Elle peut réclamer justice, mais elle peut aussi refuser la complexité. Elle peut sauver des victimes de l'oubli, mais elle peut parfois produire des concurrences entre victimes, comme si reconnaître une douleur empêchait d'en reconnaître une autre. Or, une société démocratique doit essayer de tenir ensemble plusieurs exigences: entendre les mémoires, établir les faits, refuser les négationnismes, éviter les simplifications et construire une transmission commune. C'est là que l'école joue un rôle très important. Enseigner l'histoire, ce n'est pas distribuer une mémoire officielle, c'est donner des outils pour comprendre le passé, pour distinguer un témoignage d'une preuve, une émotion d'une analyse, une commémoration d'une enquête, une opinion d'un savoir construit. Cela ne veut pas dire que l'histoire doit être froide ou indifférente. On peut être bouleversé par le passé et rester rigoureux. On peut reconnaître les souffrances et refuser les manipulations. Pour le bac, il faut retenir une idée forte. Le passé divise parce qu'il continue à produire du sens dans le présent. Il divise quand il touche aux identités, aux responsabilités, aux victimes, au silence et aux récits nationaux. Mais il peut aussi permettre de reconstruire si les sociétés acceptent de confronter les mémoires à l'histoire et de reconnaître les crimes sans transformer le passé en arme politique. Cette tension peut donner de très nombreux sujets. On pourrait te demander: l'histoire peut-elle apaiser les mémoires? Les mémoires sont-elles un obstacle à l'écriture de l'histoire? La justice permet-elle de reconstruire les sociétés après les crimes de masse? Pourquoi les conflits du XXe siècle ont-ils bouleversé les rapports entre histoire et mémoire? Dans chacun de ces sujets, il ne faut jamais opposer brutalement histoire et mémoire. La bonne copie montre leurs différences, leurs tensions, mais aussi leurs liens. Il faut aussi éviter une erreur fréquente: croire que la mémoire serait toujours mauvaise et que l'histoire serait toujours pure. Ce serait trop simple. Sans mémoire, beaucoup de faits resteraient invisibles. Les survivants, les familles, les associations, les témoins ont souvent obligé les sociétés à regarder ce qu'elles refusaient de voir. Mais sans histoire, les mémoires risquent de rester fragmentées, concurrentes, parfois instrumentalisées. L'enjeu n'est donc pas de choisir entre histoire et mémoire. L'enjeu est de comprendre comment elles s'articulent. Une formule souvent reprise dans ce thème peut aider. Si la mémoire divise, l'histoire peut rassembler. Attention, elle ne rassemble pas magiquement. Elle ne gomme pas les blessures. Mais elle peut créer un espace commun de discussion parce qu'elle repose sur des méthodes, des sources, des preuves, une critique. Elle permet de passer du souvenir individuel ou collectif à une compréhension plus large. Au fond, ce thème nous apprend que le passé n'est jamais seulement passé. Il continue à vivre dans les sociétés, parfois comme une force de justice, parfois comme une blessure, parfois comme un conflit. La tâche de l'historien n'est pas d'effacer les mémoires. Elle est de les écouter, de les situer, de les confronter aux sources et de construire un savoir capable d'aider les sociétés à comprendre
ce qu'elles ont vécu. Pour aujourd'hui, retiens cette phrase. Le passé divise lorsqu'il reste enfermé dans des mémoires concurrentes. Il peut devenir un outil de compréhension lorsqu'il est travaillé par l'histoire, la justice et la transmission. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.